Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il dirige l'Angola depuis seulement septembre 2017 et déjà, il a réussi à imprimer une marque, un style à sa gouvernance. Le président João Lourenço de l'Angola, c'est de lui qu'il s'agit, veut combattre la corruption, diversifier l'économie de son pays et réduire les inégalités sociales. Mais qui est cet homme qui veut éradiquer la corruption en Angola? De quels moyens dispose-t-il? A-t-il l'adhésion des Angolais et surtout quel regard porter sur les 8 mois qu'il vient de passer à la tête de l'Angola? 3 invités avec moi pour en parler. David Mayassi, vous êtes le premier secrétaire du MPLA en France, c'est le parti au pouvoir en Angola. MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola. Merci. Merci de votre invitation. Merci. Simao Bokolo, vous êtes vous le président de la Confédération des associations angolaises en France. Vous êtes par ailleurs membre de la société civile angolaise. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Jean-Bernard Bikim, vous êtes le président du think tank Alpha Alliance Alternative Africaine pour l'accompagnement et vous êtes analyste politique, stratégiste. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'Angola. Toujours un plaisir. Fille ou fils de président ou pas, dignitaire du parti au pouvoir ou pas, tout Angolais doit rendre compte de la gestion qu'il fait de la chose publique. C'est du moins le postulat du président angolais João Lourenço qui veut combattre et sans état d'âme la corruption en Angola. D'ores et déjà, l'homme cristallise tous les espoirs et les moins optimistes disent attendre de voir les résultats. C'est un sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. 9 mois à la présidence, 9 mois de lutte contre la corruption, 9 mois de restructuration et de réforme, mais aussi 9 mois de recherche de stratégie économique pour répondre aux besoins des Angolais. La lutte contre la corruption, c'est le projet phare, un programme politique sur lequel les Angolais avaient choisi le président João Lourenço. C'est précisément le mardi 26 septembre 2017 que le président João Lourenço a pris les rênes du pays en prônant une rupture totale avec son prédécesseur, l'ancien président José Eduardo dos Santos, qui a exercé le pouvoir pendant 38 ans. Après l'élection du nouvel homme fort, un vent d'optimisme a soufflé dans le pays, deuxième producteur de pétrole du continent africain. Quel regard porter sur les premiers mois de pouvoir du président réformateur? L'homme arrivera-t-il à bout de la corruption qui, selon lui, gangrène les institutions? La position du nouveau président est claire. Venir à bout de cette corruption est la seule voie à suivre. Dans ce processus de lutte contre la corruption, le pouvoir politique, en quelque sorte, montre la voie à suivre. Et la voie à suivre est bien répertoriée. C'est le combat contre la corruption. Combattre là où la corruption règne et même prévenir son avènement. Voilà ce que nous ferons dorénavant. Premier coup de force pour rassurer son peuple, le 15 novembre 2017, le limogeage de la fille de l'ancien président, Isabel dos Santos, qui était à la tête de la puissante compagnie pétrolière Sonangol. Deuxième coup de pinceau, le renvoi des chefs de la police et du renseignement, 2 hommes considérés comme des proches de l'ancien président et des symboles d'un pays gangréné par la corruption. Une autre destitution, celui d'un bijoutier suisse de la société diamantifère angolaise appartenant au clan dos Santos. Cependant, malgré ces coups de balai, l'opposition parle d'une lutte de façade contre la corruption. On ne peut même pas parler de la lutte contre la corruption, parce que je pense que c'est de la poudre aux yeux, parce que quand on veut lutter contre la corruption, on ne choisit pas des personnes qu'on emprisonne, etc. La lutte contre la corruption, c'est une lutte, on s'attaque à tous ceux qui sont corrompus, à tous ceux qui volent le denier de l'État. Mais la politique du président João Lourenço, c'est une politique en fait pour tromper la société angolaise en donnant l'image qu'il est en train de lutter contre la corruption. Et en même temps, il est là en fait pour protéger tous ses amis du parti. Parce que disons-le, le président João Lourenço est le produit du régime de M. Eduardo dos Santos. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, le président João Lourenço n'a pas arrêté d'envoyer des signaux à son peuple. Il veut faire de l'Angola une économie solide et instaurer une démocratie forte, grâce notamment à la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire que la corruption mine
depuis le sommet de l'État jusqu'au plus petit poste. La corruption est un vrai problème puisque ce sont des antivaleurs qui empêchent, qui sont incompatibles avec le développement. Il s'agit plutôt des bons signaux, c'est-à-dire que 9 mois après son arrivée, il a fait d'abord une opération de nettoyage en s'attaquant au symbole du népotisme des antivaleurs. Par la suite, il est allé faire une main basse pour contrôler les instances clés de la République, c'est-à-dire la banque, les grandes entreprises de diamants. Donc c'est quelque chose qui était plus fort que lui. Le président João Lourenço mène une opération de nettoyage audacieuse au nom de la lutte contre la corruption, mais le combat est loin d'être gagné. En dehors d'attirer des investisseurs étrangers dans le pays, il nous reste encore à freiner l'endettement national et à diversifier l'économie pour maintenir la croissance. Objectif, mieux répondre aux attentes des 30 millions d'Angolais. Jean-Bernard Bikim, le 15 novembre 2017, c'est-à-dire 6 semaines seulement après son arrivée au pouvoir, le président angolais limoge Isabelle dos Santos, qui dirigeait la Sonangol, la compagnie nationale pétrolière. Celle-ci serait, on reprocherait à celle-ci un transfert suspect de 38 millions de dollars. Début 2018, il limoge Filomeno dos Santos, fils de son prédécesseur également, qui serait empêtré dans le Paradise Papers. Et lui dirigeait le fonds d'investissement souverain. Et puis la purge atteint des dizaines de cadres de l'administration publique angolaise et des sociétés d'État. Comment expliquer cette facilité qu'a l'homme à agir tout simplement contre la corruption très rapidement? Nous avons là quatre mots qui me parlent et qui doivent nous parler à tous. Le premier mot, c'est autorité, ordre, sagesse, humilité. Pourquoi? Il est en face et en charge de faire vivre ensemble les Angolais. Mais en même temps, il ne peut pas ignorer l'extrême pauvreté qui frappe le plus grand nombre et l'extrême richesse dont un petit groupe, une petite minorité, effectivement, jouit. Entre les deux, il a un passé. Et sur ce passé, il fait un grand écart en disant « Attention, l'État que je veux voir, c'est un État qui doit désormais s'assigner une mission. Cette mission, c'est de refaire société ensemble. » Oui. Alors, dites-nous très rapidement, Jean-Bernard Bikim, on reproche souvent à certains dirigeants de ne pas agir ou de ne pas faire assez ou de ne rien faire contre la corruption. Et lui prend le pouvoir en Angola, 8 mois seulement, et il fait cette grosse purge. Et la question, c'est comment réussit-il à agir aussi facilement sans être freiné par les pesanteurs politiques, sociologiques et autres qu'on évoque dans d'autres pays? Alors, l'Angola, quel est l'élément facilitateur dans le contexte angolais? João Lourenço bénéficie d'une connaissance parfaite du renseignement et des services secrets. Donc l'Angola aujourd'hui, n'oublions quand même pas que c'est le pays qui a pratiquement payé le plus cher tribut des luttes externes et internes. À partir de là, oui, les services spéciaux angolais savent qui est qui, et à tous les niveaux. À partir de là, il suffit simplement d'aller, pas les dégommer, les remercier pour ce qu'ils ont pu faire, et faire en sorte que ceux qui veulent à ce que le pays reparte en avant. J'ai parlé de Isabelle dos Santos et de Filomeno dos Santos. Ce sont quand même la fille et le fils de celui qui l'a fait, de son prédécesseur, et qui appartient au même parti politique que lui. C'est Eduardo dos Santos qui a forgé Lourenço, le président de Lourenço. La question, c'est comment expliquer justement qu'il ait autant de facilité. Mais nous reviendrons plus en détail sur cette question. Monsieur Bokolo, vous qui êtes de la société civile angolaise, expliquez-nous comment les Angolais accueillent cette lutte que mène, cette lutte sans merci, cette lutte sans ménagement. Ce sont ces propres mots que le président João Lourenço mène contre la corruption dans votre pays, l'Angola. Je pense que le peuple angolais l'accueille très bien, mais c'est un combat
de tout le monde. Ce n'est pas un combat de João Lourenço. C'est un combat, il a donné la perspective, mais quand on parle de la corruption, c'est presque dans toutes les échelles. C'est ça. Voilà. Ça atteint tous les secteurs de l'administration. Voilà, donc, et l'administration, et même dans le niveau privé aussi. Parce que quand on est ancré dans ces genres de cancer, tout le monde veut faire comme l'autre. Oui, c'est ça. Même si on veut aller acheter du pain, on ne veut pas faire la quai. On préfère corrompre peut-être quelque chose pour qu'on soit en premier. Donc c'est un combat que nous devons tous combattre au même moment par rapport à la vision qu'il est en train de mettre en place, je pense. On imagine que les Angolais, effectivement, accueillent avec satisfaction ce combat que mène le président angolais contre la corruption. Alors, je rappelle qu'il est un général. Hein, le président angolais est un général de réserve formé en Union soviétique, vétéran de la guerre d'indépendance. Il a combattu l'UNITA de Jonas Savimbi. Pour réussir ce qu'il est en train de réussir, il faut d'abord être un homme irréprochable et intègre. C'est des qualités que vous lui connaissez, vous qui appartenez au même parti politique que lui. Premièrement, oui. Pour dire les choses simplement, oui. La corruption, c'est un fléau. Et pour combattre la corruption, il faut se donner les moyens. Or, d'abord les moyens moraux aussi. Hein. Tout ça fait partie. Absolument. C'est tous les moyens. Nous assistons une période de notre histoire où effectivement il faut combattre ces fléaux. C'est un cancer. Ça détruit toute une nation et l'espoir de tout un peuple. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Au contraire. Nous avons pris cette décision et le président l'a pris bras et corps parce que nous voulons que l'Angola avance. Pour le bien de notre société, pour le bien des Angolais, il faut que ces combats soient gagnés. Je vous rassure, ça ne va pas se faire aujourd'hui. On ne le gagnera pas tout de suite. Il faudra des années. Mais au moins, le combat est mis en place. Il faut être des boxeurs. Il ne faut rien lâcher. Alors, vous êtes, pas de prise. Je le rappelle, vous êtes... Intransigeance totale contre la corruption. Intransigeance, et ça, il faut le vraiment voir chez le président angolais. Mais comment ça se passe aujourd'hui au sein de votre parti? Je rappelle quand même que le MPLA, le parti au pouvoir, est toujours dirigé par l'ancien président José Eduardo dos Santos. On nous annonce que d'ici fin 2018 ou début 2019, il va quitter la présidence. Mais pour l'instant, il est toujours le président de ce parti. Sa fille a été limogée par son successeur, son fils, qui dirigeait donc le fonds d'investissement souverain de 5 milliards de dollars, a été limogé aussi. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein du MPLA? L'ambiance, elle est tranquille. Il n'y a pas de difficultés majeures. Il n'y a pas, comme l'a dit le président, d'édouardistes ou de laurencistes. On est tous des militants. Ça, c'est la règle. Et entre les deux hommes, ça se passe comment? Ça se passe très bien, c'est cordial. Cordial? C'est cordial. Mais chacun a sa place. Le président de la République est guidé par la Constitution. Le président du parti est guidé par les statuts. Point. Il y a la séparation des pouvoirs. C'est très important de vous demander comment se fait-il que le président Eduardo dos Santos n'ait pas mené ce combat, celui que mène aujourd'hui son successeur? Comment se fait-il? Oui. La question doit être posée à lui personnellement. Mais vous êtes du même parti. Certes. Quelle est la réflexion, le cadre cognitif qui existe aujourd'hui au sein de votre parti et qui favorise ce combat contre la corruption? Parce que je le rappelle, quand on parle de corruption en Angola, les sommes qui sont évoquées donnent le vertige. Je suis d'accord. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? J'ignore, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'il avait le moyen de le faire? La volonté politique de le faire? Ça, je ne sais pas. C'est une question de volonté politique. De toute façon, on le voit, puisque celui qui est arrivé en montre la volonté. Jean-Bernard Bikim, nous sommes le 23 avril 2017, il limoge le chef d'état-major des forces armées. Je parle du président angolais. Il limoge également le chef des services de renseignement extérieur pour leur implication dans une affaire de fraude qui porte sur 50 milliards de dollars. On voit que tous les secteurs de l'administration, y compris l'armée, sont concernés. Finalement, quels sont ses ressorts aujourd'hui? Quels sont ses supports aujourd'hui? Il a les corrompus de l'armée au dos, il a les corrompus de l'administration au dos, il a les corrompus des sociétés d'État au dos. Comment dirige-t-on sereinement quand on a tout ça, tout ce monde contre soi? D'un point de vue scientifique, le président actuel a saisi une opportunité.
qui saute aux yeux. Le renouvellement mécanique des générations. Il y a une génération en place qui bloque l'Angola depuis 40 ans. Il y a une nouvelle génération, 2 générations qui ont été complètement perdues. Oui. Et il y a une nouvelle génération qui pousse très fort pour qu'il y ait des changements. Donc soit le président actuel se disait, la 3e génération passe à la trappe et on continue, et le pays est rebasculé dans une guerre civile, parce que personne n'en parle, mais ce risque il était probable ce risque-là. Mais il a surtout voulu rompre avec l'infantilisation. Tantôt vous disiez pourquoi le président Dos Santos n'a pas pu mettre en œuvre cette démarche. Oui. Ça nous renvoie à la confrontation UNITA-MPLA. Et ça nous met en face. Vous voulez dire quoi? Que les 4 corrompus sont de l'UNITA? Non. Ce que je veux dire, c'est que les soutiens du MPLA se sont payés sur la bête. C'est quoi la bête? On ne se bat pas pour maintenir un pouvoir en place ou pour instaurer une doctrine ou une idéologie sur un territoire comme celui-là, sans pour autant veiller en sorte que le modèle de pensée, les modèles d'organisation soient les mêmes, à savoir le modèle libéral. Ne tournons pas autour du pot. On reviendra justement sur la question du choix du modèle économique, notamment dans la 2e partie de notre émission. Monsieur Bokolo, vous qui êtes de la société civile, et je sais que vous êtes à la pointe de ce combat, celui contre la corruption, on l'a vu dans l'élément qui est passé, et beaucoup d'Angolais le disent aussi. Au fond, ils disent, au fond, le président João Lourenço remplace ceux qu'il considère comme des corrompus par ses amis, par ses copains, et que de toute façon, le résultat sera le même. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est votre avis aussi? Non, ce n'est jamais mon avis. Je pense qu'on ne commence pas un combat qu'on est sûr de perdre, parce que personne n'est là obligé. Parce que si le président Eduardo ne faisait pas ça, sa priorité, je ne vois pas pourquoi lui devrait le faire comme sa priorité s'il est sûr de le perdre. Et comme vient de le dire sur le plateau mon ami en face, que c'est un combat qui prendra du temps, c'est un combat de tout le monde. S'il commence un combat, c'est parce qu'il a envie que ces cancers prennent fin, c'est tout. Donc, si on est à l'opposition pour s'opposer, je pense que c'est une bêtise. Ça, c'est un combat, ce n'est pas un combat de l'opposition, c'est un combat de tous les Angolais, pour l'intérêt de tous les Angolais. Voilà, je pense, la raison qu'il a mis en place. Et généralement, lorsque la société civile s'empare de la lutte contre la corruption, elle est exigeante et va jusqu'à évoque généralement le volet judiciaire. Pour l'instant, on assiste à des limogeages. Mais il n'est pas encore, on ne voit pas encore de procès où il est évoqué la possibilité de restitution de fonds détournés, etc. Est-ce qu'il ira jusqu'à... Il y a un délai qui a été donné et il y aura les instructions. Je pense que la Constitution mettra en place les conditions pour que ces gens qui seront coupables... Parce que bon, il ne faut pas voir seulement... des gens comme s'il y a la chasse aux sorciers, non. Non, c'est vraiment pas la chasse aux sorciers. C'est un combat. Si moi je suis concerné dans cette histoire, j'irai. Et la Constitution permettra à ce que chacun qui est concerné aille répondre devant la justice. Vous pensez que dans votre Angola d'aujourd'hui, et je vous le demande vraiment avec grande curiosité, qu'il est possible qu'on juge Isabelle Dos Santos, la femme la plus riche du continent, hein, rappelons-le, au passage, ou Filomeno Dos Santos, le fils de l'ancien président, qu'on les juge et qu'on les jette en prison? Moi, je ne pense pas qu'on les prenne comme ça. On juge un Angolais ou une dame angolaise. Je ne vois pas l'histoire d'argent ou l'histoire de la fille du président, non. Elle est la fille du président, ceci restera. Mais on juge une Angolaise dont les faits sont suspectés. S'ils ont des preuves, ça c'est le travail du juge instructeur qui fera son travail en tenant compte de la Constitution de l'Angola. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite. Merci.